Chapitre IV de Monsieur de Beaucourlon par Paul Duval, pseudonyme Jean Lorrain. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre IV L'âme d'Atala. Le lundi, Monsieur de Beaucourlon ne reparut pas. Nous croquâmes le marmot durant 2 heures, sans voir surgir dans le vestibule de l'hôtel l'effrayante silhouette du personnage. De guerre lasse, nous décidâmes une excursion à Sardame, car il faut bien se conformer à l'itinéraire des guides, et une journée à Sardame est tout indiquée, avec la visite à la maison de Pierre-le-Grand. Mais le moyen de se faire comprendre dans ce maudit idiome mi-anglais, mi-allemand, qui est le jargon des Hollandes, avec notre inexpérience de la langue, ce fut une telle difficulté, un tel aria pour obtenir les renseignements nécessaires, que nous manquâmes de 10 minutes au départ du steamboat. Il nous aurait fallu attendre 1 heure sur cet âpre quai de l'entrepôt, exposé à tous les vents, et tous les vents soufflaient et sifflaient ce jour-là sur le canal de la mer du Nord. Jamais ces vagues couleurs de chanvre et d'étain n'avaient été plus houleuses, jamais la mélancolie de ces pays de rêve et de brume n'avait été plus poignante. Ah, nous l'avions aujourd'hui, incurablement déprimante, la morne sensation de l'exil. Notre truchement ordinaire nous manquait. Amsterdam n'était plus Amsterdam sans Monsieur de Beaucourlon. Il était la raison d'être de ce décor hivernal et falot de canaux gelés et de logis aux pignons noirs et blancs. Il en était la gaieté et la fantaisie, et c'est à travers l'outrance de ces imaginations éoriques que nous avions aimé la monotonie de ces rues et la laideur vraiment hostile de ses habitants. Cette hostilité ne nous avait jamais autant offensés que ce jour-là, et dans notre détresse nous nous plaisions à répéter les phrases dont notre regretté guide avait, la veille encore, stigmatisé cette laideur. Des courges et des melons, voilà pour la silhouette, et des teints d'aubergines, messieurs, les chairs gercées de froid, le Hollandais et le peuple aux joues violettes. Quant aux types rencontrés, engoncés de fourrures et coiffés de bonnets, ce sont des phoques. Ils varient, messieurs, entre le poisson sec et le veau marin. Calverstraat, leur principale artère, s'appelle la rue des Veaux. Ils se sont rendus justice. Ce sont des veaux, messieurs. Non pas qu'il y eût dans ces propos une exagération certaine, mais cette exagération-là n'était pas aujourd'hui faite pour nous déplaire. Elle étayait notre lassitude et ranimait nos âmes exténuées d'ennui. Nous décidâmes de partir le soir même. Nous résolûmes, avant de retourner à Harlem pour y revoir les Franzhals. Ce serait là l'emploi de la journée. Nous reviendrions faire nos malles à la tombée de la nuit. Mais à peine étions-nous en gare qu'une pluie fine commençait à tomber, et l'averse ne nous quitta plus. Elle tissa de ténèbres humides les vitres du wagon, noyant d'eau les moulins fantômes et les champs de roseaux séchés du paysage. Ce fut la plus triste expédition. Nous trouvâmes Harlem renfrogné sous la pluie. Un Harlem aux rues vides, aux déventures ruisselantes sous un ciel de suie fondue en ondées torrentielles. Une berline somptueuse, officielle, mais la livrée de son cocher nous trimbailla de musée en musée jusqu'à la maison de ville, écrin séculaire du trésor de Harlem. Mais sous l'incessante averse, tambourinante aux vitres et crépitant sur les tuiles, les Franzhals nous laissèrent plutôt froids. Apparus dans un livide jour d'aquarium trop propre et trop astiqué, tels des objets de vitrine
Tous ces échevins et ces gardes civiques caressèrent nos yeux sans nous objectiver. Il leur manquait le prestigieux Cicérone qu'eût été monsieur de Bougrelon. Nous déjeunâmes mal dans une sorte de taverne sise en face de Saint-Bavon. Luthérienne cathédrale, comme aurait dit notre regretté guide, mais dont l'aspect vide et la nudité glacée donnent l'onglet à l'âme. Dans cette taverne, nous nous substantâmes d'une nourriture tiède, vole et fade à l'unisson du paysage, les sauces y étaient sans couleur, le poisson sans arêtes et les viandes blanchâtres. Seule la confiture de gingembre nous remonta. Nous eûmes pour nous essuyer les doigts un luxe étonnant de serviettes en papier, et les plats étaient de vieux delphes imprimés de devises, avec des mots français à la même faïence. Bonjour, monsieur, bonjour. Étrange pays où les assiettes parlent comme des perroquets. La halle aux poissons, avec des harengères coiffées de chapeaux haute forme sur des bonnets de dentelle, nous requitte un moment. Les poissonneries sont merveilleuses en ces Pays-Bas. Chaque étal, avec les nacres et les argents vifs de sa marchandise, y forme le tableau, et ce fut là notre journée à Harlem, où nous ne vîmes pas de tulipes, et la pluie tombait toujours. Nous la retrouvâmes à Amsterdam, où nous rentrâmes plus tôt que nous ne l'avions prévu. Les heures à Harlem ont 120 minutes, et on les est courtes. Amsterdam s'allumait quand nous arrivions, avec les devantures flambantes, le gaz au coin des rues et les projections électriques des phares. Notre lassitude se dissipait. Kalverstraat grouillant sillonnait d'allées et venues de Hollandais joufflus et de Hollandaises réjouies, larges croupes et reins puissants, circulant pesamment sous le crépitement de la pluie, nous fouetta les nerfs et, commençant à reprendre goût à la vie, nous nous mîmes à flâner, amusés et curieux devant les étalages incendiés de lumière des boutiques de mode et des marchands de diamants. Entre toutes ces choses éblouissantes, nous nous étions arrêtés devant un somptueux magasin de fourrures et articles de voyage dont ces Hollandais ont le raffinement, nécessaires et sacoches, se tait mordant à même le fauve des peaux de truie ou le gris velouté des peaux de daim plus souple, le nickel et l'argent de garnitures exquises. Il y avait là aussi des valises, pareilles à des objets d'art, sous les boucles et les hardillons d'acier fin des courroies, et un tel choix dans la nuance et le grain des cuirs, que cet étalage en devenait une vision déconcertante et tendre, une immédiate requête à d'intimes contacts, à des attouchements sournois. Une idée de nudité s'en détachait impérieuse, les bouges entrebâillées d'une aisse suggestionnaient moins l'ivresse la chair. Des fureurs, martres, visions et zibelines jetées au travers des objets en aggravaient encore l'obscénité. Ombres soyeuses de mèches blondes et brunes, longues, on eût dit des chevelures rases, des toisons de sexe, touches perverses et discrètes posées sur ces peaux nues, et toutes ces fureurs et tous ces cuirs fauves tentaient, caressaient, raccrochaient. Auriez-vous des âmes de nègres? Ah, je vous y surprends, messieurs, vous la subissez, vous aussi,
La délétère influence ces déprimants pays de brume. Hypothétique luxure, elle flambe dans vos yeux, dans vos mains frémissantes, dans la fièvre de toute votre attitude. Monsieur de Mortimer et moi avions ces prunelles aiguës et bleues et pourchassant dans Monicadème, l'infortunée caniche blanche dont je portais hier la fureur en manchon. C'était monsieur de Bougrelon, surgit brusquement derrière nous, on ne sait d'où et on ne sait comment. Selon la démoniaque habitude, un monsieur de Bougrelon vernissait, astiquait, peint et recrépite à neuf, pommettes roses et moustaches cirées, un monsieur de Bougrelon corseté, cambré et cabré dans un spencer de velours noir comme un étudiant allemand. Son long cou de vieil aigle émergeait d'une écume de vieille dentelle rousse. Des pierreries vertes et bleues négligemment piquées dans cette collerette, faux saphirs et fausses émeraudes, car vrai le vieux fantoche en eut là pour 10 000 florins, achevait cette parure de parfait charlatan. Un lorgnon de muscadin tenu de la main droite à hauteur de l'œil, monsieur de Bougrelon souriait, indolemment campé sur la hanche droite, ses jambes croisées faisant comme un piédestal à son buste. De l'autre main, il s'appuyait sur une énorme canne torse à pomme d'or, espèce de pouvoir exécutif, comme en portent les personnages de Vernet. Et c'était en vérité un Vernet qu'incarnait ce jour-là, sous la pluie battante, l'héroïque silhouette de monsieur de Bougrelon. Et vous seriez des sots, messieurs, et puis des impuissants si vous aviez résisté au charme velu, moelleux et chatouilleur de ces peaux fauves et souples aggravées de fureur. Quelle tentation que cet étalage, messieurs! En France, on ne s'y arrêterait point. Il y a des Françaises dans les rues, mais ici l'atmosphère humide et la lumière frisante ont des enveloppements si caresseurs que les objets s'y lubrifient. Messieurs, ces sacoches et ces fourrures, mais c'est toute l'école hollandaise. Ici, il n'y a pas de nature morte, car les natures mortes sont vivantes. Comprenez-vous maintenant, monsieur de Mortimer? Et comme un peu gênés, car on commençait à se rassembler autour de nous, nous faisions mine de nous retirer, le vieux fou nous désignant du bout de son gourdin une couverture de voyage drap mastic doublé de je ne sais quel pelage inconnu, tout de longues mèches argentées et soyeuses du blond argenté des oreilles d'Épagnols. Les cheveux de Barbara, messieurs, ils avaient ce flou et cette nuance, et nous indiquant avec son lorgnon une peau de chèvre du Tibet, la fourrure même de Barbara, messieurs, Barbara la caniche, l'autre. Saisissez-vous le rapport, et l'évident rappel d'identiques sensations entre ces deux objets. Deux objets, je m'exprime mal, messieurs, deux êtres, car il n'y a point d'objet en Hollande, il n'y a que des visions. Mais on nous écoute, il me semble, les croquants nous font cet honneur. Changeons d'air, messieurs, nous avons assez achalandé la place. Le goût français ici fait loi. Nous nous sommes arrêtés devant cet étalage, la fortune de ce marchand est faite. Et passant familièrement son bras sous le mien, monsieur de Bougrelon nous amenait hors de Kalverstraat. Un skidem. Vous prenez un skidem, messieurs? J'ai 2 heures à vous donner avant de me rendre au rendez-vous que vous savez, chez cette dame de beauté, messieurs, à laquelle il faudra bien que je vous présente un de ces soirs. Elle possède la plus curieuse collection de conserves. De conserves? Et comme nous nous grandrions, parfaitement, de conserves, car ici les conserves, messieurs, sont de vraies visions d'art. Je sais des bocaux de chinois et d'abricots, messieurs,
qui font pâlir les vanostades. Rubens seul, mieux solvandique, peut lutter avec les roses de chair et les luisants d'argent de certains flacons d'anchois et les huîtres marinées, messieurs. Leur aspect loqueteux et blanchâtre, ces charpies en décomposition, on dirait des fœtus. Quel poème! Tous les sabbats de Goya, ces flacons d'huîtres, les contiennent. Ce sont des enfants morts-nés offerts par les sorcières à Mamoun, roi des démons. Je n'insisterai pas sur les vertes phallophories suggestionnées par les bocaux d'asperges. Quel reliquaire de souvenirs pour une courtisane! Et les cédras donc, les rondes tours de verre où dorment, empilés tels des capitons, les rondeurs des cédras. Ah, ces cédras fermes, savoureux, parfumés, à la fois sains et pêches, fruits et chairs. C'est dans le boudoir des mortes, devant les corsages à jamais vides du musée de costumes, qu'il faudrait les déguster un à un. Hypothétique gourmandise, oui, messieurs, et les tons merveilleux, les luminosités glauques, jaunes et vertes, et ces conserves autant de visions d'art, je vous l'ai dit et vous le répète, la plus prenante nostalgie est peut-être dans les locaux de légumes et de fruits. Le végétal d'abord, quelle source de fantastique! Les vieux peintres flamands l'ont bien compris qui, dans leurs sabbats et leurs tentations, ont introduit dans l'anatomie de leurs diables et la composition de leurs monstres tous les légumes et les fruits de la création. Vous souvenez-vous, au musée de Bruxelles, de Géronimus Bosch, tâchez de rappeler vos souvenirs, d'évoquer le tableau représentant le grand combat des anges et des démons. Il y a là de mauvais esprits figurés, les uns par un poireau, un autre par un navet ailé comme une abeille qui vale en horreur toutes les fantasmagories de guivres et de dragons, et la fameuse grenouille dont le ventre entr'ouvert montre un intérieur de grenade. Quel imprévu dans l'épouvante, quel comique dans l'abomination! Cette épouvante et cette horreur peuvent, puisqu'elles sont de l'art, devenir de la séduction et du charme. Et cette séduction, cette attirance même, vous la subirez, vous aussi, quand vous visiterez la collection de madame. Vous avez flambé comme sarment devant ce magasin tout à l'heure. Je suis sûr de vous. Vous serez attendri devant l'âme d'Atala. L'âme d'Atala? L'âme d'Atala, c'était un ananas, messieurs. Un ananas baignant dans son jus, un ananas de bocal de conserve. Mais quel ananas, quel bocal, quel jus! Quand nous le découvrîmes, monsieur de Mortimer et moi, à la devanture de ce marchand de comestibles du Dam, nous eûmes soudainement le tréfonds de nos âmes inondées de lumière, le tréfonds de nos cœurs baignés de ravissement. Il rayonnait ce bocal, telle une monstrueuse émeraude où se réfugie un fruit à palme d'or. Cet ananas, messieurs, c'était tout l'œil de Barbara et c'était aussi les profondeurs de la mer. Vertigineux et glauque, il contenait tout l'Atlantique, messieurs, et tout le Pacifique, et toutes les Indes et l'Amérique aussi. C'était je ne sais quelle vision transparente et verte, trempée et d'ombre et de soleil, vision ressouvenue traversée d'algues, de reflets et de matures, algues muvantes, matures effondrées et reflets perdus, les profondeurs de la mer, je vous l'ai déjà dit. Toutes les douleurs, tous les regrets des départs projetés, des rêves avortés, des joies inassouvies flottaient aussi dans ce bocal, nostalgique et mystérieux. C'était un lieu de songe hanté de spectres et d'épaves.
Il y avait en lui de très anciens naufrages et des fantômes d'amour mort, les feuilles de l'ananas comme de longs pendules verts, et l'ananas lui-même grimaçant et figé derrière les parois si animés, il devenait dans l'ombre autant d'êtres étranges dont la vie immobile inquiétait. Un abîme ce bocal, messieurs, et mieux que cela, l'abîme est son cauchemar ondoyant et verdâtre, l'abîme emprisonné dans des parois de verre, et l'âme des voyages, l'âme des pays d'ailleurs, celle des Amériques et des Indes lointaines, l'âme de Java, de Sumatra et des îles heureuses, les îles que l'on n'atteint jamais, l'âme d'Atala en somme, car ce nom les résume toutes, captives avec le gouffre dans l'apparente banalité d'un bocal de conserve, quoi. Tout le sublime de l'invitation au voyage, tout Baudelaire dans la montre d'un épicier. Voilà ce qu'était cet ananas, messieurs. Monsieur de Mortimer et moi, nous n'hésitâmes pas, nous n'hésitions jamais, même devant les caniches. Nous entrâmes chez ce marchand de denrées et nous achetâmes ce bocal. Il orna longtemps le somptueux logis dont monsieur de Mortimer et moi avions fait notre souffroir, à 2 pas même de l'hôtel de l'amiral Ruther, dans la brume et le vent du quai du Prince-Henri. Délicieux retrait, messieurs, que ce gîte enrichi par nous, par lui surtout du luxe et des recherches d'art d'un goût de grand seigneur, car il l'était, et plus que personne au monde. C'était même le dernier, et je regrette en vérité que vous ne l'ayez connu. Il vous aurait prise à son charme. Vous auriez été pipé à la glu de ses manières. Il les avait hautaines et charmantes, et rien qu'à le regarder marcher, se lever et s'asseoir, sans même qu'il ouvrît la bouche, cela vous était un bain de délices, un ragoût d'élégance et de beaux vivres que vos neveux, monsieur, ne soupçonneront point. Ce cher Edgar, il avait vécu 5 ans de sa jeunesse à Londres, et cela sautait aux yeux qu'il avait connu Brummel, le roi George et Buckingham. Ce fut, en vérité, un des seuls hommes du siècle, et si mon cœur est crevé de regrets en songeant quel ami j'ai perdu, ce m'est une fierté, messieurs, que d'avoir été le compagnon d'exil, le Patrocle impavide et fidèle de ce Normand au profil d'Achille, et ce versant un nouveau vers de Sridham. Il était plein d'anecdotes charmantes, la plupart il les avait vécues. La société dans laquelle nous évoluions n'était pas précisément l'ensemble de mufles d'aujourd'hui. En voulez-vous un exemple? On mène grand bruit dans les gazettes autour des chasses données par les financiers de nos jours. Ce sont les grands seigneurs de ce temps. Pitoyable époque, messieurs, et plus pitoyable société encore que celle où l'argent est tout. Eh bien, quand monsieur de Mortimer et moi nous courions le cerf à la mi-automne, le cerf ou le sanglier, car nous étions de forts veneurs, chez le vidame de Gondrecourt, dont les rentes étaient plutôt mesquines, 60 000 à peine, et la noblesse en vérité récente, c'est Gondrecourt daté de Louis XII. Savez-vous comment on traitait les hôtes dans ce petit vidama du Poitou? Les matins de chasse à 4 heures sonnantes, 20 coussettes, 20 grimbelles à l'aiguille, 20 petites poitevines fraîches comme des pommes d'api, 20 couturières de la ville envahissaient les chambres d'invités, et prest, de leurs mains lestes, le dé au doigt, le fil en bouche, nous cousaient vivants dans nos culottes de peau. On nous gagnait point à point dans notre daim poncé, messieurs, et si précipitamment qu'elle nous piquait parfois la fesse,
et si raides étions-nous, ainsi calsonnés, qu'il fallait parfois 2 hommes pour nous planter en selle, tels des picadors. 1 heure de chevauchée, et nous étions souples, mais si sanglés dans notre daim, et la jambe si adhérente au flanc de nos montures, que nous ne faisions qu'un, nous, notre culotte et notre étalon. Et quelle chasse, messieurs! Pas de ces nuées de rabatteurs qui effarent le gibier et vous le jettent dans les jambes ahuries, exsangues de terreur, presque chair à pâté. 3 valets de meute, 2 piqueurs et alors tous les sonneurs de trompe, voilà qui suffisait à 20 hommes. Nous montions à cheval à 5 heures, la messe une fois dite aux chiens, avant d'entrer sous bois. À 8, nous dépicions la bête. À 10, déjeunions à Poitiers, le temps de laisser souffler les chevaux, et le soir, à 6, nous saignions l'Hallali sous les murs de Vienne en Autriche, messieurs. Un archiduc nous y attendait. Voilà quelles étaient les chasses d'alors. Oui, nous étions ainsi, et le soir, à minuit, nous valsions chez l'impératrice au bal de la cour, mais nos culottes de peau étaient cuites. Dans notre temps, une culotte de peau ne se portait pas 2 fois, et s'épongeant le front avec une dentelle en loques, car monsieur de Bouleron avait tellement couru en imagination de Poitiers en Poitou à Vienne en Autriche, qu'il en avait chaud, le cher homme, et le fard suintait en grosses gouttes le long de ses joues moites. C'était un homme prestigieux, reprenait-il, et d'une verve intarissable, et quand je vous aurai conté ce qui lui advint en Avranches avec une certaine madame de Mertigny, beauté plutôt mûre, mais bec accompli, vous l'aimerez comme moi. Entre autres avantages, car il était beau comme un dieu grec, monsieur de Mortimer avait la taille la plus mince, la plus souple et la plus cambrée, et cette taille de guêpe ou de fille d'opéra lui avait déjà valu plus de 10 duels, tant avec des civils qu'avec des officiers aux gardes, car cette minceur extravagante, plus qu'extravagante, invraisemblable, offusquait, dépistait, enrageait tous les hommes et, vous le dirais-je, offensait toutes les femmes. Non, celle que Mortimer traitait en indifférence, et cette madame de Mertigny était de celle-là. Hautain et sec avec ses pairs, monsieur de Mortimer était avec les humbles d'une urbanité charmante. Il était même familier parfois, mais d'une familiarité exquise, qui semblait demander pardon aux gens de les dominer et le faisait adorer de ceux qui le servaient. Lauzun dans les salons, mais duc de Beaufort à l'office, quand il était en Avranches, monsieur de Mortimer, quoiqu'il eût maison montée, valet de chambre, valet de bouche, tigre et piqueur, avait cette habitude de se faire allumer ses feux et monter ses eaux chaudes par une vieille couturier longtemps employée dans sa famille, une terrible duègne, bourgnotte, boscotte et boiteuse qui faisait mal à voir, messieurs, mais qui adorait sauvagement ce grand fou d'Edgar. Elle l'avait vu enfant, et l'enfant c'est l'âge du cœur, quand il ne vieillit pas. Cette mère nidouille, car ce gnome en jupe avait jusqu'au grotesque du nom, vivait même en Avranches d'une rente à elle laissée par un Mortimer. Edgar l'appelait sa dernière passion, et le matin, quand cette effroyable nidouille, clopin, clopante et brochant des babines, entrait dans la chambre de ce dieu d'Homère, lui du fond de son grand lit se plaisait à l'interroger sur les menus faits et l'opinion de la ville, et confessait dans la vieille servante les scandales de la société. Or, un matin de janvier, à sa question ordinaire, « Eh bien, madame Nidouille, que dit-on ce matin en Avranches ?» La vieille gorgone de sa voix de fausset. « On dit, monsieur de Mortimer, que vous portez un corset. »
Alors lui, soudain redressé et vibrant. Ah! On dit que je porte un corset. Et qui dit cela, madame Nidouille? Madame de Mertigny, du coin de la place. Ah, madame de Mertigny prétend que je porte un corset. Eh bien, vous lui direz, madame Nidouille, qu'il est en réparation, mon corset. Vous lui direz aussi qu'avec ou sans corset, de Mortimer, moi, Edgar, j'ai 10 centimètres de tour de taille de moins qu'elle, et que je me fais fort de lui prouver, ou plutôt, ne lui dites rien du tout. Ah, cette renchérie prétend que je porte corset. Je ferai éclater le sien où l'amour n'est plus mon maître. Et il le fit comme il le dit. Quoique cette Mertigny eût 35 ans sonnés et ne fût que juste avenante, encore accommodée à l'eau de lys et tapée par le coiffeur, Mortimer la courtisa, la força dans sa vertu rancie, la conquit et l'engrossa. Et quand la médisante, une fois bien enceinte, eut la taille gâtée et sur le point d'accoucher, dut garder la chambre, le long des jours, affalée sur un sofa, Mortimer l'alla voir, le buste sanglé sous sa rein grave d'un des corsets de la belle, elle en avait tant oublié chez lui, et, la main une fois baisée, les nouvelles prises, le bichon caressé, Mortimer se levait tout à coup et, d'un geste écartant sa rein grave, vous avez dit, madame, que je portais un corset? J'ai dû par galanterie ne pas vous faire mentir, mais il m'a bien fallu prendre le vôtre. Ignorant les adresses, les hommes savent-ils où se font ces machines? Mais voyez, madame, l'extrémité où vous m'avez mise en me forçant à vous engrosser pour le prendre. Vous n'en portez plus, et c'est moi qui suis dans un étui. Mais daignez remarquer que cet étui ne me gêne pas. Voilà l'homme qu'était ce Mortimer. Ce qu'il aimait, cette âme d'Atala, ce qu'il y voyait surtout, sa verve là-dessus était admirable. Il ne tarissait pas. C'était une mer de verre éternellement chaude, des forêts de madrépores et de pendus violâtres et tant d'êtres étranges à travers les parois. Attention, me disait-il souvent, les yeux fixés sur le bocal, l'ombre des grands voiliers passe sur les dahlias des forêts sous-marines. Je suis en ce moment à l'ombre des baleines qui s'en vont vers le pôle. En ce moment, des calfats déchargent des vaisseaux pleins de neige dans le port, et c'étaient des morses et des phoques qu'ils voyaient nager à reculons dans l'eau verte des anses, des veaux marins chevelus comme des femmes et roses comme des filles se révélaient à lui dans des grottes, puis ils partaient pour Java, arpenter des terrasses où les brises du large remuent d'un rythme calme des bois de bananiers et de souples palmiers comme autant d'éventails, et c'étaient les suggestions perfides et poivrées des pays d'Asie, des villes d'or et d'Inde et des prêtresses d'Indra. Cette âme d'Atala, nous dûmes nous en séparer quand de Mortimer, ruiné par la mort de son oncle de Blessamcourt, se vit tout à coup privé de ses rentes, 80 000 livres par an qui nous glissèrent, ce jour-là, entre les doigts, et tout un drame, une mort imprévue, sinon violente, toute une histoire que je vous raconterai un de ces jours, car voici l'heure où je dois aller retrouver celle qui veut bien être pour moi une autre Barbara. Nous fîmes don à cette dame de l'âme d'Atala. Tout Amsterdam amateur s'étouffa à notre vente. Ce furent de folles enchères, mais nous ne vendîmes pas Atala. Autant eût valu vendre un peu de notre âme. Nous sauvâmes aussi quelques joyaux, des souvenirs, des miniatures, touchantes épaves. Vous les verrez un soir chez moi. L'âme d'Atala est chez cette dame, conquise à nos idées, enivrée du charme glauque et visionnaire qui dort dans les bocaux de conserve, cette femme incomparable où je vous conduirai, en possède aujourd'hui tout un musée, messieurs,
un musée prestigieux et bien fait pour vous plaire. Mais je dois vous quitter. Une femme n'attend pas. Fin du chapitre 4.